Euh, Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle balade lunaire consacrée au neuvième jour de la lunaison, qui en compte un peu plus de 28. Mais on va s'arrêter disons, aux 14 premiers jours de lunaison, puisque les 14 suivants, c'est en fait la même chose, mais en inversé. Donc, on va continuer comme ça avec le jour numéro 9. Alors, vous avez vu en plus le nouveau logo Steren. Tac. C'est parti. Alors, donc la même région du Terminateur. Là, c'est une photo donc voilà, une de mes photos. Il y a pas mal d'années déjà. Je ne sais même plus quel jour c'était, quelle année. Mais c'était pas mal comme photo. C'est pas toujours facile à trouver des photos de lunaison qui correspondent exactement au jour que l'on souhaite. Alors là, c'est la région du Terminateur, comme d'habitude. C'est la limite entre le jour et la nuit, ici. Et elle sera donc visible 9 jours après la nouvelle lune, mais aussi 8 jours après la pleine lune, au moment où le soleil se couche à sa surface. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir de particulier? Alors, dans les grandes formations, hein, je commence toujours par ce qu'il y a de plus grand pour après m'intéresser aux choses un peu plus petites, aux cratères notamment. Bah là, on voit un certain nombre de mers qui apparaissent un peu plus, qui avaient déjà commencé à apparaître les jours précédents. Bah, je vais les citer de nouveau, hein. La mer des pluies. La mer des pluies qui continue à se dévoiler, mais il faut plusieurs jours pour la voir entièrement. Ainsi que plus au sud, la mer des nuées, qu'on avait commencé à observer la fois précédente, au huitième jour, avec le mur droit. Alors, Marie Imbrium, bah, j'ai repris exactement la même diapo que la fois précédente, hein. C'est toujours la seconde mer lunaire en superficie. Et là, on en voit, au neuvième jour, on en voit plus de la moitié de la surface. Alors, Mare Nubium, c'est la mer des nuées. On avait commencé à la voir la dernière fois, notamment avec le mur droit qu'on voit ici. Et qu'on découvre beaucoup plus largement cette fois-ci. Or, les formations nouvelles pour ce neuvième jour, ça va être notamment cette chaîne droite, la Montes Recti, la chaîne droite donc dans la mer des pluies, hein, vous reconnaissez ici le cratère Platon, hop, ici, et puis voilà, là, cette chaîne droite là, c'est une chaîne de montagnes de 90 km de long et 20 km de large, qui atteignent 1800 mètres d'altitude. Et il faut une lunette 50 mm minimum pour l'observer. Alors, vous voyez donc cette chaîne droite. Il y a aussi ce petit monticule là qu'on va aller observer dans un angle un petit peu particulier. Voilà, le mont Pico. Il fait 25 à 15 km de large et de long. Et il atteint 2400 mètres en hauteur. Il a une forme allongée nord-ouest-sud-est. Et puis il a aussi un petit mont Pico bêta à côté. Et ça, j'ai oublié de mettre l'origine de l'image. Mais ça, c'est forcément une mission Apollo, hein.
pour être aussi rasmote. Non, c'est pas vu de la Terre. Alors, les cratères du jour. Les cratères du jour, alors on va s'intéresser à un duo, d'abord, Berre et Feuillet. Euh, Timo Charis aussi, Eratosthène, plus connu, Stadius, très très sympa, très curieux, Gambard, Framoro, Pitatus, le célèbre Tycho, le aussi célèbre Clavius, et on finira par Moretus. Alors, Beuillet et Fer, non, Feuillet et Berre. Feuillet et Berre, c'est ces deux petits cratères. Alors, ils ont un diamètre semblable de 10 km. Il y en a un qui fait 1800 mètres, 1810 mètres de haut et l'autre 1650. Alors, Feuillet, c'est celui-ci. Et Berre, c'est celui-là. Alors, ils sont très, très semblables. Bon, ça ressemble en fait à des bols, hein. Il y a un truc assez intéressant, c'est quand vous regardez Berre, c'est que vous avez ici une chaîne de craterlets qui part depuis la muraille ici. Alors pour les observer, il faut un télescope de 100 mm de diamètre. Alors Louis Feuillet est un astronome français né en 1660 et directeur de l'Observatoire de Marseille. Et Wilhelm Baer est un astronome allemand, né en 1797, auteur de cartes de la Lune et de Mars. Ensuite, on va passer à la suivante, qui est pas très loin de Feuillet et de Baer. Quand je présente les cratères, en fait, je les présente de haut en bas. Enfin, du nord au sud, ouais, plutôt, ouais. Et comme ça, en fait, il suffit de les suivre et puis de descendre petit à petit pour tomber sur les autres. Alors, Timo Charis, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Ouais, moi j'aurais dit Timo Charis, mais bon. Ouais, ok. Alors, Timo Charis aussi. C'est un cratère de 35 km de diamètre qui fait 3110 mètres de hauteur. C'est une formation circulaire isolée, toujours dans la mer des pluies. Il a, comme certains cratères qu'on aura l'occasion d'évoquer aujourd'hui et dans les séances suivantes, c'est un cratère qui produit des rayonnements. Voilà, donc les versants sont escarpés, le fond plat est peu étendu. Qu'est-ce que je raconte? Peu étendu. Il y a aussi un relief central qui s'est pris un craterlet en fait là. Donc il a été pas mal aplati là le relief central. Il faut une lunette de 50 mm de diamètre. Et Timo Charis est un astronome grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors là, on a une vue du dessus. Je vais vous montrer une autre vue. Une vue oblique. J'aime bien les vues obliques des missions Apollo. Apollo 15 cette fois-ci. Voilà, c'est juste pour le plaisir des yeux et pour le plaisir aussi de voir les contrastes. Et jeux d'ombre de lumière, ça c'est toujours génial. On va maintenant s'intéresser à un autre cratère plus connu, Eratosthène. Alors, c'est un cratère qui fait 58 km de diamètre, qui fait 3570 mètres de haut.
C'est une formation circulaire qui est située à l'extrémité sud des monts Apennins. Les versants sont très escarpés et tourmentés, surtout au sud. Et la muraille est très élevée et est élevée en gradins. On les voit bien, là, il y a les gradins un peu partout, là, tout ce côté-là. Et là, il y a aussi les gradins. Le fond plat est peu étendu. Il y a un massif montagneux central avec plusieurs sommets. On voit bien. Il y a des rides et des monticules et des crevasses. C'est vraiment un cratère bien typique de la Lune, celui-là. Un cratère comme on les aime. Euh, Ératosthène est un mathématicien et philosophe grec du IIIe siècle. Parmi les faits marquants, il a fait de nombreux travaux en philosophie et en grammaire. Il a été précepteur du fils de Ptolémée III, directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, et il a fait la première mesure de la circonférence de la Terre grâce aux ombres portées par le Soleil. Tac. Et là aussi, il y a une autre vue d'Ératosthène en vue oblique. Sympa, voilà. Photographiée par la mission Apollo 12. Et je crois, oui, ici, c'est en fait la fin des Apennins. Voilà. Et là, vous avez derrière la mer des Puys. Photographié par la mission Apollo 12. Alors, le prochain, il est sympa. Le prochain, c'est un beau challenge à observer. C'est Stadius. Stadius, c'est j'allais dire un fameux trauma, non. C'est un cratère qui fait 70 km de diamètre et qui a une hauteur de 650 mètres, c'est pas très haut. C'est une formation circulaire fantôme. Là, ça se voit bien que c'est assez fantomatique. Les versants sont inexistants sauf au nord-est et portant Stadius B au nord. Peut-être, ouais, Stadius B, je pense que ça doit être celui-là. Voilà. Alors, les murailles sont englouties dans la lave de la mer Insularum, la mer des îles, je crois, sauf au nord-est. Et voilà. Et puis, donc, le fond plat contenant la lave de Mare Insularum et de nombreux craterlets. Alors, il faut une lunette de 50 mm minimum pour l'observer. Et Jan Stad est un mathématicien et astronome belge du XVIe siècle, auteur d'éphémérides planétaires. Alors, comme ça, il n'a pas l'air facile à observer. Je vais vous montrer une autre image pour le repérer. Et je pense que il y a possibilité. Alors ici, vous avez Ératosthène, qu'on a vu précédemment. Ici, un cratère dont on va parler la prochaine fois, pour le 10e jour, c'est Copernic. Donc entre Copernic et Ératosthène, vous avez ici Stadius. Et ça va être plutôt sympa à observer, pas forcément facile, mais c'est accessible donc dans une lunette de 50 mm. Et là, tout à l'heure, vous avez vu la photo de la Lune en entier. On voit Stadius sur cette photo-là. On la devine, disons. On verra ça tout à l'heure avec la photo à noter. Alors, le prochain cratère, c'est Gambart. Gambart, c'est un cratère de 25 km de diamètre. Il n'est pas très grand. La hauteur de ces murailles font 1050 mètres. C'est pas très très haut non plus.
C'est une formation circulaire isolée. Les versants sont peu escarpés, ça se voit d'ailleurs. Euh, voilà, et le fond plat est rempli de lave, il y a des craterlets. Et pour l'observer, là aussi, une lunette de 50 mm. Jean Gambard est un astronome français du XIXe siècle, découvreur de 13 comètes. Voilà. C'est pas la formation la plus spectaculaire du jour, mais voilà, c'est un cratère qu'on voilà, qu'on remarque parce qu'il est bien isolé aussi. On verra tout à l'heure où le trouver sur la carte. Alors le prochain, c'est aussi une sorte de fantôme. Vous allez voir ça. Fra Mauro. Alors Fra Mauro, il est où sur la photo? Alors, Fra Mauro, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Image d'Apollo 16. Alors, c'est une formation. Bah, il fait 96 km de diamètre. C'est une formation circulaire bien abîmée, hein, ça se voit. Et peu marquée, format un trio intéressant avec Bonpland et Paris. Alors, je ne sais plus lequel est Paris et Bonpland. Voilà. Bonpland et Paris, ce sont ces deux-là. Ah ben, non, on ne le saura pas. On l'aura pas. Les murailles sont peu élevées. Oui, ça a été aussi le lieu d'alunissage d'Apollo 14 au nord. Ouais. Donc les murailles sont peu élevées, englouties à l'est. Le fond plat immense et plus tourmenté à l'ouest. Ouais, là on voit bien ici que c'est plus de craterlets, là. Et puis, c'est traversé par une faille, Rima Paris. Paris, hein, on pourrait se dire que Paris c'est celui-là, parce que la faille a l'air de venir de là. Vous remarquez là aussi, il y a une faille qui va par là, donc on ne sait pas encore. Donc les craterlets, et puis voilà. Là, pour l'observer, là aussi, une lunette de 50 mm de diamètre. Alors, Fra Mauro, c'est un géographe vénitien du XVe siècle, auteur d'une carte du monde en 1457. Voilà. Et l'image est de Apollo 16. Voyons maintenant Pitatus. Là, au moins, on a tous les noms. Ça, c'est parfait. Alors, Pitatus, c'est un cratère de 98 km de diamètre. Une formation circulaire située sur la rive sud de la mer des Nuées. La muraille est peu élevée, criblée de craterlets anonymes. Le fond plat est rempli de lave avec la faille Pitatus, Rimae Pitatus. Il fait un peu le tour du cratère en fait. Tac, 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 tac. Il y a une montagne double excentrée, pas loin du centre, donc, et des monticules et du craterlet. Voilà. Il y a aussi des taches blanches, et ça communique avec le fond, avec le cratère Hesiodus et Hesiodus. Pour l'observer, une lunette de 50 mm. Et Pietro Pitati est un mathématicien astronome italien du XVIe siècle. Ouais. Alors le prochain, c'est une star. Alors, c'est Tycho. Tycho, c'est un cratère de 86 km de diamètre, 4800 mètres de haut, donc l'équivalent du Mont Blanc.
à 7 mètres et quelques près. Alors, sa particularité, c'est un cratère très très jeune, 100 millions d'années, pas jeune à l'échelle du système solaire. Les versants sont très escarpés et tourmentés. Muraille très élevée en gradin, très marqué. Le fond est plat. Il y a un massif montagneux central de 1500 mètres à 3 sommets principaux. Euh, il y a des lignes de crête et monticules, des craterlets, un petit peu de partout. Et puis c'est le foyer du plus important système rayonnant. Tout à l'heure on avait parlé de Imocaris, ou je ne sais plus. Il y en avait un qui émettait enfin, qui montrait un rayonnement. Celui-ci, Tycho, est très 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 réputé. C'est le plus célèbre cratère à fournir des rayonnements comme ça. L'instrument minimal, c'est une lunette de 50 mm. Et Tycho est un astronome, un célèbre astronome danois du XVIe siècle, et qui fonda un observatoire sur l'île de Hven. Voilà. Il a aussi fait un catalogue de 777 étoiles. Il fut un excellent observateur dont les travaux sur Mars permirent à Kepler de dicter ses lois sur le mouvement des planètes. Alors pour Tycho, on va profiter d'une iconographie assez riche. On va voir un petit peu plus en détail. Alors, Tycho, bah déjà les rayonnements. C'est pas la photo la plus spectaculaire des rayonnements, mais on les devine là quand même, notamment ici. Là, là aussi. Enfin, voilà. De toute façon, il suffit de l'observer quand on se rapproche de la pleine lune. Là, les rayonnements deviennent de plus en plus importants. C'est très 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 sympa. Alors qu'en fait, quand on regarde sur la carte de la Lune, Tycho a l'air d'être perdu parmi plein de cratères, mais quand on l'observe, il ressort énormément. C'est vraiment la star. Donc là, on a vu le rayonnement qui part du cratère. On va regarder son pic central avec une photo assez saisissante. Voilà. Voilà. C'est une image de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter. Magnifique image. D'ailleurs, si vous avez, enfin, j'en ai déjà parlé, on ira peut-être tout à l'heure sur le site de LRO. Il y a possibilité encore de zoomer beaucoup plus sur la photo directement via le site. C'est voilà, c'est vraiment impressionnant comme image. Voilà. On va quitter Tycho pour une autre star, Clavius. Clavius est un énorme cratère qui fait 225 km de diamètre, une hauteur de 4600 mètres. Là aussi, c'est une formation circulaire très jeune. Ouais, non. Je pense que j'ai fait un copier-coller qui est... Ouais. Euh, Ouais, là, ouais, j'ai changé la fin, mais j'ai oublié de vérifier le début. Donc, c'est pas une formation très jeune. D'ailleurs, ça aurait été étonnant quand même, vu tous les cratères qui se sont accumulés depuis dessus. Donc, c'est un petit peu abîmé. Bon, par contre, le diamètre est bon, hein, la hauteur aussi, je pense. Euh, Tout à l'heure, j'aurai peut-être la possibilité de vous en dire un peu plus sur Clavius. Ce que je peux vous dire, c'est que Christophe Clot, donc Christophorus Clavius, est un mathématicien et astronome allemand du XVIe siècle, traducteur d'Euclide,
Il participa à l'élaboration du calendrier grégorien. Il était aussi l'ami de Galilée, mais partisan du système de Ptolémée. Alors, et c'est vrai que Clavius, c'est très très sympa à observer. Une autre image pour confirmer, c'est dire là, voilà. Ça, c'est une photo prise dans un Newton de 17 pouces. Un gros télescope. Voilà. Et c'est génial à observer, en fait. Et le lever de soleil sur Clavius, ou coucher de soleil, hein. Voilà. Ça, c'est sympa. Et on va finir avec le dernier, le plus au sud. C'est Moretus. Moretus, il fait 114 km de diamètre, hauteur 5000 mètres. Et puis, bon, c'est une formation circulaire. Les versants sont escarpés. Les murailles élevées en gradin, un fond plat rempli de lave, assez sombre, et une imposante montagne centrale de 2700 mètres. Il faut une paire de chemins de 10 000, ouais, qui grossit 10 fois, quoi. Et Théodore Moretus est un mathématicien belge du XVIIe siècle. Voilà. On va regarder la carte de repérage. Repérer tout ce petit monde là. Voilà. Alors la chaîne droite, Montpicot, Mer des Pluies, Timocharis, Bir Effeuillé, Eratosthène, Stadius, Gambard, Framoro, Mer des Pluies, Pitatus, Tycho, Clavius et Moretus. On va cliquer ici pour se rapprocher un peu plus. Je vais ouvrir le fichier directement. Voilà. Tac. Hop. Alors là, ici à l'écran, dans la salle, on ne voit pas trop, mais ici, il y a bien la chaîne droite hein, qui commence à peine à apparaître au lever du soleil. On voit bien le mont Picot ici, isolé. Donc là, la mer des pluies, hein, forcément. Timocharis. Et puis on voit ces deux petites têtes d'épingle. C'est Bir Effeuillé, entre Timocharis et... je l'avais hier, je ne me souviens plus. Et ce cratère-là. Vous avez ici Eratosthène, qui est au bout de la chaîne des Apennins. Ici, bon, là, on verra le mois prochain Copernic. On parlera de Copernic le mois prochain. Mais ici, entre Copernic et Eratosthène, vous avez ici Stadius qui apparaît à peine. On voit surtout là le bout de muraille ici à l'est. Vous avez ici Gambard, Framoro, facilement reconnaissable aussi. Bon, la mer des nuées. Alors ici, avec toujours le mur droit dont on avait parlé pour le jour 8. Pitatus, qui a laissé rentrer un peu de lave de la mer des nuées. Hein. Et vous voyez ici Tycho qui est entouré de plein de cratères, mais quand on l'observe directement, il est remarquable. Clavius, et puis Moretus. Alors, à savoir, je pense, là, je n'ai pas noté, mais avec les effets
de la libration, Moretus sera toujours visible, mais il sera peut-être plus difficilement visible à certains moments de- de- du déplacement de la Lune. Là, sur la photo, il est plutôt assez facilement visible. Des fois, il sera vraiment beaucoup plus près du bord, parce que la Lune a toujours un effet de vibration, on en a déjà parlé, qui fait que on voit 59% de la surface de la Lune, des mouvements de haut en bas, de droite à gauche aussi. Ouais. Ce qui fait que je vous présente jour par jour, mais des fois, ce qu'on voit le jour 9, une fois, on pourrait peut-être le voir le jour 8 ou voir le jour 10. C'est une moyenne, on va dire. Voilà. Je vais quitter ici. Donc, voilà, on a dit la mer des pluies, la mer des nuées ici. Voilà. Et le lapin de jade. Et la mer des pluies. Voilà. Alors, quitter. Tac. Alors, on va tenter de zoomer avec une reconnaissance Orbiter, sachant que les dernières fois, quand j'avais commencé à zoomer, l'enregistrement de la vidéo avait craché. Donc, croisons les doigts, on va faire en sorte que ça marche. Enfin, voilà. Hop. Et puis, si ça marche pas, pensez à, à mettre des pouces bleus sur la vidéo et si ça vous a plu et tout ça, quoi. Bah, comme d'hab, quoi. Ok. Allez, partons pour le grand voyage avec, j'espère, un retour. Non, c'est là. Non. Ah oui, ça a ouvert de l'autre côté. Alors, tac. Ouvrir l'onglet. Je vais aller le chercher. Allez. Voilà. Voilà, je vais pouvoir y fermer. Voilà. Ok. Alors, et si on allait faire un tour du côté de Clavius. Clavius, on le voit, hein. On voit que lui. Vous avez ici Clavius, vous avez ici Tycho. Allez, on se rapproche de Clavius. Et on continue. Mais ça, c'est rien, hein. C'est rien du tout. Allez voir un peu jusqu'où on peut aller. Voilà. Et là, on voit les petits cailloux ici. Enfin, les petits cailloux. On va dire les rochers, hein, quand même. Je ne vais pas trop jouer à ça. Alors, parce que la mémoire de mon ordinateur va cracher. Tac. Et là, vous avez évidemment différents passages de la sonde, donc ce qui fait qu'il y a des fois des raccords un peu bizarres. On va essayer de s'approcher d'un certain bord. Voilà. Oh, ou Tycho. Ah, si, on va aller voir Tycho. Oui, oui, Tycho. La montagne. Allez. On va aller par là. Oh, putain, c'est pas mal. Hop. Est-ce qu'il y a des pierres qui roulent? Comme les dernières fois, j'ai l'impression qu'il y a des choses là. Allez. Ne pas charger. Non.
Ah ouais, d'accord. Ouais, puis là, ouais, regardez, ça peut sympa aussi. Il y a eu des écoulements sur la Lune, hein. J'ai l'impression. Hop, voilà. Puis là, le niveau du détail, c'est vraiment génial. On pourrait passer des heures et des heures à- à traîner à la surface de la Lune avec ce site internet. De toute façon, vous retrouverez le lien. Je pense que je mettrai le lien toujours dans la description de la vidéo. Mais depuis le temps, je pense que vous l'avez déjà en marque-page. Ok. Oh là là. Voilà, bah ça c'est vraiment très impressionnant. Et là aussi, des vagues, des failles, des mouvements. Telle richesse là, de détails. Et là, on tombe sur euh, une résolution un peu plus faible qui donne une vue d'ensemble. Voilà. Pourquoi Tycho irradie autant? Bah, j'aurais dû étudier la question et te donner une réponse. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, non, il ne faut pas poser de questions. Bon, d'ici à ce que je mette la vidéo en ligne, je ferai les recherches et je pourrais peut-être mettre la réponse dans les commentaires. À moins que Bernard ait la réponse. 100 millions d'années, oui, il a un impact. En fait, les éjectats, c'est des traces enfin, plutôt les rayonnements, c'est des traces d'éjectats, peut-être. Ouais, c'est ça. Là, il y a un éjectat là-haut, ouais. Non? D'accord. D'accord. Mhm. Mhm. Ça s'est ça s'est redé- ça s'est redéposé, ouais. D'accord. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va pas trop abuser de LRO. Et donc, on va quitter la quick map de LRO. Voilà. Et puis, on va finir par les ressources. Donc, euh, je me suis basé en fait du bouquin de Pierre Bourges, À l'affût des étoiles, où il y avait un chapitre consacré à la Lune au jour le jour. Donc là, c'était le 9e jour, auquel j'ai rajouté quelques cratères proposés par le logiciel Atlas virtuel de la Lune, de Patrick Chevalet et Christian Legrand. Et puis, bon, pour les images de Wikimedia Commons, donc les images du domaine public généralement. De toute façon, tout ce qui vient de la NASA, c'est du domaine public. Donc,
voilà, c'est ça qui m'a permis de fournir toutes les images. Donc, ainsi se termine cette balade lunaire du 9e jour. J'espère que vous aura plu. Et bon, à la prochaine fois pour le 10e jour. À bientôt.